démocratie non réussie. Ce fut l'un des slogans des coopératives de travailleurs. Coopératives de travailleurs qu'on appelle également les entreprises démocratiques ou SCOP en France. Quelles sont les caractéristiques principales des SCOP? Pourquoi y en a-t-il si peu? Est-ce que leur rareté peut être expliquée par leur performance économique? C'est à ces questions que je vais répondre maintenant. Tout d'abord, SCOP est un acronyme qui signifie Société coopérative et participative. Il désigne des entreprises qui sont possédées et contrôlées par leurs propres salariés. Les SCOP ont une position singulière en fait dans le panorama des entreprises françaises, puisqu'elles sont à la fois des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce sont des coopératives, et ce sont également des entreprises commerciales qui peuvent prendre la forme de SARL, de SAS, de SA, et à ce titre, elles sont en concurrence avec les entreprises conventionnelles. Néanmoins, les SCOP diffèrent des entreprises conventionnelles de plusieurs manières. La première, la plus évidente, c'est dans leur mode de gouvernance. Pour le dire en un mot, les SCOP ont une gouvernance démocratique, tandis que les entreprises conventionnelles ont une gouvernance hiérarchique. Concrètement, les salariés doivent détenir au moins 51% du capital social et 65% des votes à l'Assemblée générale, qui est l'organe de décision principal des SCOP. Ce qui est fondamental ici, c'est que les voix à l'Assemblée générale ne sont pas proportionnelles au nombre de parts sociales détenues par les salariés. Autrement dit, on a un découplage entre le capital investi et le pouvoir de décision. C'est en cela que la gouvernance des SCOP est démocratique, puisque le principe démocratique une personne égale une voix se substitue au principe conventionnel une action égale une voix. Les SCOP diffèrent également des entreprises conventionnelles par la distribution de leurs profits. Les profits des SCOP, on parle d'ailleurs moins de profits que d'excédents nets de gestion, sont partagés en 3 parts. Une part entreprise, dans des réserves impartageables, à hauteur de 16% du bénéfice net, qui va servir à l'auto-investissement. Une part travail, pour rémunérer au-delà du salaire l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient membres ou non de la coopérative, et qui va être à hauteur de minimum 25% du bénéfice net. Et une part pour les investisseurs, due aux membres, qu'ils soient salariés dans la SCOP ou investisseurs externes, puisque cela est possible. Ce sont en fait l'équivalent de dividendes. Notons, et là aussi c'est une différence majeure avec les entreprises conventionnelles, qu'il n'y a pas de plus-value réelle possible sur un investissement réalisé dans une SCOP. En effet, la valeur des parts sociales des SCOP est fixée à sa valeur d'acquisition, plus indexation sur l'inflation. Et donc, il n'existe pas de marché secondaire pour revendre ces parts. Il n'existe pas non plus de formule de valorisation de ces actions. Et à la fermeture d'une SCOP, en cas de boni de liquidation, eh bien, le surplus est redistribué à d'autres coopératives en vertu d'un principe coopératif qui est la coopération entre les coopératives. Donc on n'investit pas dans une SCOP pour gagner de l'argent. En un mot, si on devait résumer ces différences entre SCOP et firmes conventionnelles, on pourrait dire que dans les SCOP, c'est le travail qui contrôle le capital, tandis que les entreprises conventionnelles, c'est le capital qui contrôle le travail. En France, en 2021, on compte environ 2500 SCOP pour 58 000 travailleurs. C'est peu, cela représente moins d'1% des entreprises hors micro-entreprises en France. Les SCOP sont donc rares. Et cette rareté, elle est commune à l'ensemble des pays où nous avons des données sur les coopératives de travailleurs. Que ce soit en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs, les coopératives de travailleurs sont toujours rares. Elles représentent en gros moins d'1%, voire moins d'1 pour 1000 des entreprises. Et cette rareté des SCOP nous interpelle, elle nous étonne. Elle nous étonne d'une part parce que le modèle des SCOP promeut des valeurs qui sont plutôt jugées positives, des valeurs de démocratie, de satisfaction des besoins des travailleurs, de faiblesse des inégalités salariales ou encore de sécurité de l'emploi. Régulièrement, les pouvoirs publics promeuvent d'ailleurs la participation des salariés, que ce soit à travers le partage de la valeur ou une meilleure reconnaissance de leurs conditions de travail dans les entreprises conventionnelles. Or, ces aspects de la participation des salariés est consubstantiel, fait partie de l'ADN des SCOP. De plus, en économie, le modèle des SCOP en fait, est défendu
par de nombreux courants économiques très divers qui vont de Léon Walras et John Stuart Mill à Karl Marx et Charles Gide. Mon point est qu'il est crucial d'étudier cette rareté pour déterminer une politique de soutien efficace. Et cette rareté des scopes, elle n'est pas seulement étonnante par le décalage entre le nombre de scopes et finalement les valeurs qu'elles promeuvent, mais aussi par sa spécificité. On pourrait, en l'occurrence, si on prend l'exemple de la spécificité sectorielle, c'est-à-dire que cette rareté, ce n'est pas n'importe quel type de rareté. La distribution sectorielle des scopes n'est ni homogène, ni aléatoire, ni représentative de celle des entreprises conventionnelles. Autrement dit, les scopes naissent dans des secteurs, elles se concentrent dans des secteurs spécifiques. En France, elles se concentrent principalement dans les services à haute intensité de connaissances. Pensez aux cabinets de conseil, cabinets d'architectes, et également dans l'industrie légère, type imprimerie et édition, et dans la construction. Comparativement aux entreprises conventionnelles, elles sont très peu présentes dans la restauration, l'hôtellerie, le commerce, et quasi absentes dans les secteurs à très forte intensité capitalistique, tels que la production d'énergie ou l'aéronautique. Cette distribution sectorielle est similaire, ou en tout cas est très proche dans les différents pays où les coopératives de travailleurs existent et sont étudiées. On retrouve d'autres similitudes, au-delà de la distribution sectorielle, en termes de croissance, de vagues de création durant les récessions, etc. C'est pourquoi les chercheurs considèrent qu'il doit y avoir des facteurs communs expliquant la rareté des scopes, et ce, par-delà la diversité des contextes institutionnels, législatifs ou même historiques. Dans le cadre de ma thèse, j'étudie si la performance économique des scopes permet d'expliquer leur rareté. Est-ce que les scopes sont rares parce qu'elles performent moins bien que les entreprises conventionnelles? Lorsque l'on parle de performance économique, il existe de nombreuses manières de la mesurer. Aussi, je me suis concentré dans ma thèse sur uniquement deux mesures, la création et la survie. Pourquoi la création et la survie? Parce que fondamentalement, il n'y a que deux explications possibles pour la rareté des scopes. Soit peu d'entre elles sont créées, soit beaucoup d'entre elles meurent. Ma thèse est une thèse empirique qui recourt à l'analyse statistique pour comparer les tendances et les moyennes des scopes et des entreprises conventionnelles en France. Elle porte sur l'ensemble des scopes. J'ai, pour ce faire, utilisé des données issues du registre de la CGScope, la Confédération Générale des Scopes, appareillées avec des bases de données de l'INSEE. La CGScope est chargée d'établir annuellement la liste officielle des scopes publiée au journal officiel. Cela permet donc une identification rigoureuse des scopes et c'est un mécanisme unique au monde qui garantit la bonne identification des coopératives de travailleurs en France. Le premier chapitre de ma thèse revisite un argument avancé pour expliquer la faiblesse du nombre de créations de scopes, la difficulté de financement. Il y a deux raisons pour lesquelles il est difficile pour une scope de se financer auprès d'investisseurs externes. La première, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas de plus-value réelle possible pour un investissement réalisé dans une scope. Aussi, en tant qu'investisseur, et à l'aune du seul critère de rentabilité, il est toujours plus intéressant pour moi d'investir dans une entreprise conventionnelle que dans une scope qui ont les mêmes projets. Une autre difficulté de financement des scopes, qui est liée à la première, est que les scopes n'ont pas d'equity. C'est-à-dire qu'en économie, on distingue trois leviers classiques de financement, l'equity, la dette et l'auto-investissement. Les scopes sont privés d'equity car ce sont des entreprises à capital variable. Cela signifie que le capital investi par n'importe quel investisseur peut être retiré à tout moment. Donc d'un point de vue économique, c'est en fait une dette. Ce capital n'est pas enfermé dans l'entreprise, il n'est pas fixe, comme dans la plupart des entreprises conventionnelles qui sont des sociétés à capital fixe. Donc évidemment, quand vous êtes privé d'un des leviers de financement, il est plus difficile de vous financer. Et les économistes ont depuis longtemps vu dans la quasi-absence des scopes dans les secteurs à forte demande en capitaux la preuve que les difficultés de financement tuaient dans l'œuf les projets de création de scopes. Cet argument est convaincant et empiriquement vérifié en première approximation. Mais si on y regarde de plus près,
il y manque quelque chose. Je m'explique. Si la probabilité de créer une scope diminue avec l'augmentation des besoins en capitaux, alors pourquoi toutes les scopes ne sont pas créées dans les services plutôt que dans l'industrie, les services étant moins demandeurs de capitaux que l'industrie? Pourquoi en fait voit-on régulièrement des scopes se créer dans des secteurs où les besoins en capitaux sont en fait assez élevés? Ma réponse, et c'est l'objet du premier chapitre de ma thèse, c'est que ce qui détermine la probabilité de créer une scope, c'est moins le volume des besoins en capitaux que la différence entre les besoins en capitaux et les besoins en travail. Autrement dit, ce qui manque à l'argument de la difficulté de financement dans les scopes, c'est la partie travail. Dans le premier chapitre de ma thèse, je mesure les besoins en capitaux par les coûts irrécupérables en capital physique. Il s'agit de coûts que l'on ne peut pas récupérer sur un marché secondaire, donc typiquement une machine spécialisée, très technique. Pensez aux hauts fourneaux dans la Syrie, voilà, vous ne pouvez pas les revendre après sur un autre marché. Et je mesure les besoins en travail par les coûts irrécupérables en capital humain. Ici aussi, il s'agit de l'ensemble des connaissances et des techniques acquises par les salariés qui sont difficilement ou pas du tout transférables de l'entreprise dans laquelle ils sont à une autre entreprise du même secteur, et encore moins à une autre entreprise d'un secteur différent. Pensez à la manipulation, là aussi, d'une machine spécialisée ou d'un logiciel spécifique à l'entreprise, sur les exemples. Dans ce premier chapitre, je montre que la probabilité qu'une scope soit créée augmente lorsque la différence entre les coûts irrécupérables en capital humain et les coûts irrécupérables en capital physique augmente. Ce qui constitue une barrière à l'entrée, tuant dans l'œuf les scopes, c'est donc moins le volume des coûts irrécupérables en capital physique que, encore une fois, sa différence avec le volume des coûts irrécupérables en capital humain. Dit autrement, plus les coûts irrécupérables en capital humain sont élevés et ceux en capital physique faibles, plus la probabilité de créer une scope est importante. Car pour cette combinaison de capital humain et de capital physique, la scope est la forme d'entreprise la plus efficace qui soit. Ce résultat confirme plusieurs prédictions théoriques et soutient la pertinence de subventions à la création des scopes de manière à diminuer le coût du capital physique pour elles à l'entrée et augmenter ainsi l'écart entre les coûts irrécupérables en capital physique et en capital humain. Je souligne également que c'est la première fois à ma connaissance qu'une étude empirique évalue l'impact de l'interaction de ces deux types de coûts sur la probabilité de créer des coopératives de travailleurs. Dans le deuxième chapitre de ma thèse, je compare la survie des scopes avec celle des entreprises conventionnelles. Comme je l'ai déjà dit, les scopes ne sont pas en moyenne créés dans les mêmes secteurs que les entreprises conventionnelles. J'ajoute qu'elles n'ont pas non plus les mêmes caractéristiques à l'entrée. Par exemple, les scopes sont plus grandes en capital, en nombre de travailleurs, elles touchent plus de subventions que les entreprises conventionnelles. Ces caractéristiques sont autant de facteurs connus qui augmentent la probabilité de survie d'une entreprise. Il n'est donc pas surprenant de constater que les scopes survivent en moyenne plus longtemps que les entreprises conventionnelles. La bonne question à se poser ici, c'est de savoir si, à caractéristiques égales, les scopes survivent plus longtemps que les entreprises conventionnelles. Autrement dit, est-ce que l'avantage de survie observé des scopes est dû à un effet de sélection ou à un effet propre au scope? Pour répondre à cette question, j'ai suivi plusieurs cohortes de scopes créées entre les années 1990 et la fin des années 2010. J'ai appareillé ces cohortes à des entreprises conventionnelles qui ont les mêmes caractéristiques que les scopes. Il s'agit d'un matching très fin, unique dans sa précision et le nombre de scopes étudiés, ici 181. Les entreprises conventionnelles sont appareillées au scope en utilisant une quinzaine de variables qui concernent aussi bien les caractéristiques de l'entrepreneur, savoir son âge, son sexe, sa nationalité, son niveau d'études, l'existence d'entrepreneur dans son cercle familial et s'il était en emploi ou au chômage au moment de la création de l'entreprise. Mais ces variables qui ont servi au matching concernent aussi les caractéristiques de l'entreprise à sa création, le niveau de capital, les subventions, le recours à un prêt bancaire, etc. Le résultat principal est que l'avantage de survie des scopes disparaît
ou devient extrêmement faible. À caractéristiques égales, les scopes survivent donc aussi longtemps que les entreprises conventionnelles. Ce qui est important de voir ici, c'est que le modèle scope ne pénalise pas de la survie des entreprises. Cette absence de différence significative signifie que le modèle scope n'est pas en soi vicié. Il survit aussi bien que les entreprises conventionnelles. Après ma thèse, j'ai continué à creuser cette comparaison de survie des scopes et des entreprises conventionnelles en regardant la qualité de la vie. Parce que la survie ne s'intéresse finalement qu'à la quantité de vie. On sait très bien que l'on peut avoir une entreprise qui vit très longtemps, mais qui est en très grande difficulté. Donc vivre longtemps n'est pas nécessairement sain. La question que je me suis posée, c'est est-ce que les scopes et les entreprises conventionnelles diffèrent en termes de qualité de vie? Et la réponse est oui. Au bout de 5 ans, les scopes ont moins de problèmes de trésorerie, elles grandissent aussi moins vite et investissent plus que les entreprises conventionnelles. Donc pour résumer les apports de ce deuxième chapitre, je dirais que 1, à première vue, les scopes survivent plus longtemps que les entreprises conventionnelles. 2, les scopes ont des caractéristiques à l'entrée différentes et systématiquement différentes des entreprises conventionnelles. 3, les scopes et les entreprises conventionnelles qui ont les mêmes caractéristiques à l'entrée survivent pareillement. 4, par contre, elles n'ont pas la même qualité de vie. Le troisième et dernier chapitre de ma thèse est un peu différent des deux premiers, car il se concentre sur les scopes uniquement. Les entreprises conventionnelles n'entrent pas ici dans l'analyse. Dans ce troisième chapitre, il s'agit d'approfondir le profil de survie des scopes en distinguant 4 modes d'entrée. Le premier, c'est la création ex nihilo. Les 3 autres sont des reprises en scope, avec la reprise en scope d'une entreprise saine, la reprise en scope d'une entreprise en difficulté et la reprise en scope d'une autre coopérative ou d'une association, autrement dit d'une entreprise à but non lucratif. Pour mener à bien cette étude, j'utilise un panel de scopes sur la période de 1989 à 2018. C'est la première fois, aussi à ma connaissance, qu'une étude de survie comparant les 4 modes d'entrée de coopératives de travailleurs est réalisée. J'établis que le risque de faillite est 64% plus faible pour les reprises d'organisations à but non lucratif que pour les créations de scope ex nihilo, 32% plus faible pour les reprises d'entreprises saines et 18% plus faible pour les reprises en scope d'entreprises en difficulté. Cela signifie que les reprises en scope, même d'entreprises en difficulté, survivent en moyenne toujours plus longtemps que les créations de scope ex nihilo. J'attribue ce résultat en partie à un effet de sélection de la part de la Célescope. La Célescope, plus exactement les URSCOP, les unions régionales de scope, accompagnent les reprises en scope sur le terrain. Et au fil des décennies, les critères de sélection pour être accompagnés se sont sans doute durcis afin d'éviter une mauvaise publicité de reprise en scope qui ferait faillite quelques années après. Ces résultats montrent que selon leur mode d'entrée, les scopes présentent différents profils de survie. Chaque mode d'entrée semble donc faire face à des barrières à l'entrée spécifique et semble bénéficier de ressources à l'entrée spécifique également. Du coup, les politiques de soutien au scope devraient prendre en compte cette diversité de profils et les accompagner en conséquence. Alors, est-ce que la démocratie réussit au scope? En l'état actuel des connaissances, ce que nous pouvons dire, c'est que selon les critères de performance économique des entreprises conventionnelles, la démocratie n'échoue pas. La performance économique des scopes et la performance économique des entreprises conventionnelles est similaire, ni plus ni moins. Autrement dit, la démocratie en entreprise n'est pas un handicap pour la réussite de l'entreprise. Cela implique que les scopes ne meurent pas plus que les entreprises conventionnelles. La rareté des scopes ne s'explique donc pas par des problèmes intrinsèques qui les rendraient moins viables que les entreprises conventionnelles et qui conduiraient ainsi à de nombreuses fermetures. La conclusion générale de ma thèse est que la raison de la rareté des scopes est à rechercher du côté du faible nombre de leur création, autrement dit, du côté de leur barrière à l'entrée. Les scopes souffriraient de barrières à l'entrée spécifiques dont ne souffrent pas les entreprises conventionnelles.
Par exemple, un déficit d'information ou de biais négatifs à l'égard de ce modèle d'entreprise. Des difficultés de financement, comme j'ai pu l'expliquer au début de cette vidéo, ou encore des institutions économiques de soutien qui sont en fait pensées pour les entreprises conventionnelles et finalement qui laissent un peu sur le carreau les coopératives de travailleurs. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais ouvrir la notion de performance. Jusqu'ici, nous avons joué le jeu de la performance économique conventionnelle. Or, il n'est pas du tout évident que les critères de performance économique des entreprises conventionnelles est ce qui compte pour les coopératives. En fait, les SCOP revendiquent d'autres critères de performance liés à la participation ou à la reconnaissance de leurs salariés. En France, il existe des lois spécifiques aux SCOP qui définissent les SCOP comme des entreprises commerciales avec des aménagements. Autrement dit, nous devons, pour parler des SCOP, utiliser les catégories faites pour les entreprises conventionnelles, les autres entreprises. Juridiquement et ontologiquement, les SCOP sont en fait l'exception qui confirme la règle conventionnelle. Dans d'autres pays, ce n'est pas forcément comme ça. Dans d'autres pays, il existe un code des coopératives distinct du code des sociétés. Les coopératives y sont juridiquement et ontologiquement considérées comme une troisième forme d'organisation collective de la production, à côté des entreprises à but lucratif et des entreprises à but non lucratif. Les SCOP ne sont pas alors une exception à la règle, elles sont une autre règle. Sans doute faut-il en France un cadre comptable, législatif et conceptuel spécifique aux SCOP, et plus généralement aux coopératives, pour donner à voir ce que l'on pourrait alors appeler la performance coopérative.